Donc, bonjour à tous. Donc, je vous présente Jade et il Et est là. Romain. Et Ronan. On s'est rencontrés dans un escape game et c'est vous qui avez créé cet escape game. Donc, je vous laisse parler. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi votre parcours? Ok, donc on va commencer. J'ai commencé. Je suis le plus ancien au final. Donc, du coup, en fait, Civil Escapade, ça a 6 ans désormais. Et du coup, ça fait un peu plus de 4 ans que dans notre société, on propose aussi la partie jeu, que ce soit pour team building entreprise ou pour le grand public. Donc, le jeu où on s'est rencontrés, c'était la partie grand public. Question d'organiser à chaque fois, 1 à 2 fois par an, souvent durant les saisons, en fait, des jeux grand public à destination d'un peu de tout le monde, où on essaie d'exploiter des lieux un peu exceptionnels, comme là, on s'est rencontrés au château d'Angers. Ok. Du coup, après, on va commencer depuis longtemps, mais on va dire depuis le lycée terminal ES classique, une année d'IUT TC qui ne m'a pas forcément plu, donc commercialisation. Il Du n'a coup, rien à voir. après, je suis parti faire une licence de musicologie à Angers et ensuite un master d'économie à Angers également, mais plus spécialisé dans la culture. Je voulais travailler avant tout dans les instruments de musique. N'ayant pas trouvé vraiment ce que je voulais, je commençais par travailler dans d'autres entreprises, donc une société que je ne vais pas nommer, mais d'assurance, où j'ai commencé à créer quelques petits jeux pour le service. Donc, j'ai une sorte de mini format escape game. Et j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, et ensuite ça commence à bien marcher. Et à l'époque, Simine Escapade était à WeForge à Angers, donc un incubateur de start-up. Et il cherchait un créateur de jeux. Donc, du coup, j'ai quitté mon ancien travail pour faire de la création de jeux, mon métier à temps plein. Donc voilà, et ça fait désormais 4 ans. Que tu es créateur de jeux. Tout à fait. Ok. Beau parcours. Et donc, pour moi, c'est plus récent que j'ai rejoint l'entreprise, donc plus récemment. Ça va faire 1 an et demi que j'ai rejoint, que j'ai commencé d'abord en stage de 6 mois, et ensuite que j'ai enchaîné sur mon contrat. Donc là, ça va bientôt faire 1 an. Concernant mon parcours, j'ai fait l'IUT technique de commercialisation. Donc, c'est là que vous êtes connus. D'accord. Non, parce on n'était pas à la même année ni dans la même ville. C'est ça. Mais donc moi j'ai fait ça donc pendant 2 ans et après je suis partie à Rennes, donc à l'IAE de Rennes, pour faire une licence de gestion et après un master marketing. Ok. Donc voilà, c'était plutôt le marketing. Au sein de mon master, j'ai fait une année de césure aussi au Canada. Et donc après, pour mon master 2, j'ai fait mon stage donc, chez Sibylline Escapade. Et c'est là où j'ai découvert en fait cet univers du jeu. Parce que c'est vrai que moi, j'étais en marketing, mais ce qui me plaisait le plus, c'était plus l'événementiel. Et donc là, dans cette partie jeu, en fait, on a aussi une grande partie d'événementiel. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée là. Voilà. Ok. Et du coup, vous travaillez maintenant ensemble ou pas du tout? Alors du coup, en fait, c'est que maintenant, on va dire qu'à la base, Jade est arrivé en tant que stagiaire pour me donner un coup de main dans la partie jeu. Et finalement, son travail a été tellement bien qu'on a essayé de la garder. Parce qu'en fait, à la base, j'étais pas tout seul. Il y avait le reste de l'équipe qui était avec nous qui me filait un coup de main aussi pour la partie jeu. Il y a énormément de choses que je faisais tout seul. Et en fait, quand Jade est arrivée, elle est venue en fait un peu en tant que maintenant co-créatrice de jeu. Surtout tout ce qui appelle des visuels de la logique du jeu et de tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, ça nous a apporté beaucoup de choses, surtout en termes de qualité de jeu, de production, et aussi avoir une deuxième personne avec qui échanger et construire un jeu pour faire des échanges et discuter si ça fonctionne ou pas, mais au niveau du scénario, de tout, c'est extrêmement plaisant. Donc voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, sur les jeux, on travaille vraiment en binôme, où on a chacun nos parties, on va dire, nos spécialités. Mais c'est vrai que, enfin, on ne peut pas faire un jeu sans C'est ça, sans en fait. l'un ou l'autre maintenant. En fait, ça fonctionne de pair. Oui, c'est complémentaire en fait. C'est ça. Exactement. Il y a toujours une personne en fait, qui va penser à quelque chose que l'autre n'a pas pensé. En fait. Sachant qu'on parle de l'univers du jeu, en fait, où ce n'est pas une science exacte, du coup, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, avoir un deuxième cerveau pour pouvoir réfléchir dessus, c'est très bien. Oui, il y en a un qui a une idée et du coup, l'autre, il peut rebondir dessus et Et Tout à on fait. a aussi, plus aussi, moi j'ai plus cette partie-là de gestion de projet pour effectuer,
en fonction de toutes les demandes qu'on a de création de jeux, etc. Où du coup, en fait, on est vraiment assez autonome sur toute notre partie, où ça va être aussi de faire les rendez-vous clients et puis après de voir aussi tout ce qui est tous les à côté pour vraiment gérer en fait, la partie de création de jeux. Tout à fait. Okay. Et du coup, quels sont les jeux que vous avez créés jusque-là? Alors, en fait, on en a parlé aussi. En fait, là, on va commencer à arriver, là, au bout de 4 ans, à plus de 90 jeux. Donc, en fait, bravo. les gens connaissent, le grand public connaissent les jeux grand public. C'est ceux qu'on communique dessus, on dit bah, venez jouer, choses comme ça. Et en fait, la majorité de ce que l'on fait, c'est soit on crée des jeux et ils vont intégrer notre catalogue, qui est pour des clients, pour des team building, des séminaires, tout ce que vous voulez. Et on a aussi une partie où on a aussi vendu en fait des salles. On a construit des salles dans des châteaux, dans des domaines viticoles, et après on vend ces salles-là en fait. D'accord. Du coup, en fait, à partir de là, on a beaucoup de jeux en fait que les gens ne savent pas, ne voient pas, ou ils vont faire des jeux quelque part dans un endroit, ils font ah j'ai joué à un jeu, c'est super, mais en fait ils ne savent pas que c'est nous qui sommes derrière, mais en fait ça fait partie du truc. Donc là, ouais, on commence à arriver à plus de 90 dans des domaines très très variés. Ça peut être voilà, comme je parlais, du viticole, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'expert comptable, juste dans la recherche, dans un peu de tout en fait. L'important, c'est qu'on fait de la réponse à des commandes des fois, et avec des sujets complètement improbables. Okay. Et du coup, quand tu disais création de salle, est-ce que ça rebondit sur l'escape game ou c'est carrément autre chose? C'est de la salle d'escape, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup d'escape games que vous avez créé et que du coup vous avez vendu ou vous prêtez. C'est ça, en fait, c'est un endroit qui nous dit bah, j'ai un endroit à exploiter chez moi, j'aimerais bien faire plus de communication, ramener des personnes, puis avoir du public qui puisse découvrir notre lieu d'une façon plus ludique. Du coup, la création d'escape, ça fonctionne très bien pour ça. Et donc, du coup, là, on répond à toutes leurs demandes et en fait, on fournit la salle et après, ils l'administrent eux-mêmes. C'est comme s'ils achetaient le jeu, en fait, après, il leur appartient et c'est eux qui font tourner la salle d'escape game chez eux, enfin, dans leur domaine, sur leur site. Et du coup, vous faites tout ça autour d'Angers? Vous avez une zone bien délimitée ou c'est grand à l'échelle de la France ou... Alors nous, c'est vrai que l'entreprise à la base était plus une entreprise locale. Donc Oui. c'est vrai qu'on est surtout développé sur Angers, sur Saumur. Et là, en fait, le développement se fait de plus en plus, où on va, par exemple, partir maintenant sur Nantes, sur Le Mans. On peut faire aussi des prestations un petit peu... Enfin, ça s'étend de plus en plus, on va dire. Oui, on va dire que pour des demandes exceptionnelles, on n'a pas forcément de frontières ou de limites, en fait. Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est dans le bon sens. Votre équipe, elle se grossit et du coup, elle se grossit aussi à l'échelle géographique, quoi. Après, on ne va pas forcément tout expliquer, mais en fait, on est maintenant 9-10 dans l'entreprise. Et du coup, en fait, on a d'autres parties pour le grand public, une partie que événementielle. Du coup, là, nous, on ne traite que de la partie jeu. Et en fait, on est toute une équipe derrière pour que tout fonctionne et Céline essaie de monter de plus en plus chaque année. Et est-ce que vous avez déjà créé un jeu de société? Alors, on a créé notre tout premier, donc c'était il y a un an. Quasiment 1 an et demi, parce que c'est quand je suis arrivée. C'est ça. On a créé en fait le jeu de société dans un format, en fait, on voulait garder le côté un peu escape, énigme, choses comme ça, mais sans non plus plagier sur d'autres jeux qui existent, type, comment ça s'appelle, Unlock, par exemple. On a voulu changer de ça et sachant qu'on n'a pas en plus joué énormément à des jeux comme ça. Du coup, en fait, quand on n'y a pas joué, on peut pas s'en inspirer, ce qui n'est pas plus mal. Du coup, en fait, on est parti plus sur la base où on voulait envoyer chez les gens une boîte. Et dans la boîte, en fait, dès qu'ils l'ouvrent, absolument, le jeu commence directement. On est parti sur une énorme enquête policière où, en fait, on a remixé un petit peu l'histoire du Dahlia Noir, qui a été popularisée par des films, des livres, et du coup, apporter notre propre version. Du coup, le format est un peu différent, c'est que dans la boîte, il y a des éléments en bois et un autre document papier, et c'est à vous ensuite de faire votre propre enquête tout seul chez vous, avec forcément des indices que nous, on a mis en ligne pour ne pas que ça bloque, mais en fait, l'idée, c'était vraiment, une fois que vous ouvrez, c'est parti. Et retrouver un peu l'univers, l'idée où quand vous tissez sur un grand panneau de liège, des fils rouges entre différentes photos que vous voyez dans n'importe quel film, on voulait reproduire un peu ça à la maison. Oui, on peut réutiliser plusieurs fois l'objet et pas le laisser de côté. C'est ça. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'il n'est pas non plus destructible quand on y joue. C'est un jeu qui existe où, en fait, quand vous jouez une première fois, vous détruisez un peu le jeu en même temps. Là, vous pouvez très bien finir votre enquête et après, vous pouvez très bien le prêter à un ami pour qu'il essaye. Et là, on est en train de prévoir en fait, des nouvelles versions qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Nouveau scénario, on va dire. C'est ça.
D'accord. On peut l'acheter, y jouer, et parce qu'une fois qu'on y a joué, après, on connaît du coup la solution. Et du coup, l'idée, c'est de le transmettre aux autres. Exactement, ça, c'est tout à fait possible. C'est ça. Et c'est possible de louer ou c'est obligé d'acheter? Et que à l'achat. Pour l'instant, il n'y a que l'achat. Ok. Bah, pourquoi pas, hein. Sans indiscrétion, comment s'appelle le jeu? Alors, le concept des box, ça s'appelle The Locker. Ok. Box The Locker, l'escape game en box. Et ce scénario-là précis s'appelle le Camélia Blanc. Ok. Oui, donc il y a plusieurs scénarios. Pour l'instant, il y en a un de fini ou il y en a plusieurs de finis? Un de terminé, parce que c'est un gros projet à mettre en place et forcément, on a aussi beaucoup d'autres demandes à côté. Du coup, ce n'est pas notre principale activité. Et en fait, on essaie de tenir un rythme, on essaie d'en sortir en fait plusieurs par an. On essaie en fait Au moins un par an. Oui, au moins un par an, parce que oui, il y a un autre projet qui est derrière, en fait, c'est pour ça. Et du coup, pouvoir en fait, en ça, donc chaque personne, si chaque année, ils vont jouer n'importe où, dire, bah, là, l'année prochaine, je sais qu'il y a une prochaine qui va arriver, pour avoir une nouvelle continuité. C'est vrai que ce format-là prend peut-être un peu plus de temps à réfléchir qu'une création de jeux de piste ou d'escape game. C'est totalement différent. C'est ça. C'est des mécaniques en fait, ça ressemble plus à l'écriture d'un livre entre parenthèses, en fait, où il y a un début, une fin, mais pour y arriver, bah, vous allez passer par énormément d'étapes. Vous pouvez très bien jouer tout seul comme à 2 ou à 5, 6. Il ne faut pas que en fait, le temps de jeu se diminue par rapport au nombre de personnes, en fait. Pour ça, il faut chercher beaucoup de choses et c'est vraiment avec des retours de situation, de la réflexion, énormément de choses par rapport à ça. Oui, parce que si on achète ce jeu, du coup, on peut y jouer à combien de joueurs? Même dans les retours qu'on a eus, il y en a qui y ont joué à 2, je crois, minimum. Et ça a dû aller à 6 ou 7 personnes, je crois, maximum. C'est vrai qu'après, plus on est... Enfin, c'est qu'en étude, plus on est, plus des fois on réfléchit plus vite. Trop. Soit des fois, voilà, plus on est, et là, il y a trop d'idées différentes qui fait que les gens, comment dire, ils se butent un peu entre eux. Du coup, ils ne sont pas d'accord. Et du coup, au final, c'est un peu plus drôle. Comme ça, ils ont vraiment des vrais avis à donner, des arguments pour savoir qui a fait le coup, choses comme ça, par exemple. Oui, j'avais déjà été dans un escape game où on m'avait dit le chiffre parfait pour jouer à un escape game, c'était à 4. Parce que si on est moins, il y a moins d'idées. Et si on est plus, il y a trop d'idées. C'est ça. C'est ça. Et du coup, vous confirmez ça? 3-4 personnes, moi je trouve que c'est bien. 3-4, c'est bien. C'est ce qui convient le mieux. Même au niveau de la communication, plus on est nombreux, moins on s'écoute. Oui, plus on est nombreux, plus il y a d'informations à donner à tout le monde. C'est ça. Et du coup, vous préférez créer des escape games ou créer un jeu de société ou autre? C'est pas la même chose. Parce qu'en fait, vu que je m'attelle personnellement plus sur le scénario, sur choses comme ça, bah, en fait, c'est pas du tout pareil. En fait, c'est pas du tout la même recherche. L'escape game, on va plus être là pour un jeu qui directement, les gens vont comprendre les codes, ils vont comprendre comment ça fonctionne, à peu près dire, OK, j'ai des objets à chercher, il y a ça qui va s'imbriquer dans ça. Un jeu de société, c'est pas la même chose. Parce que je pense que c'est quelque chose, en fait, on n'a pas le public forcément en face de soi. Parce que l'escape game, il y a toujours quelqu'un qui est là pour gérer, à part notre formule qu'on la délivre. C'est ça, en fait, le jeu de société, les gens, il faut que tout le jeu soit construit pour qu'ils puissent jouer chez eux sans aide. D'accord. N'importe qui puisse le comprendre. Donc, ce n'est pas la même réflexion, la même création. Et un escape game, on est parti sur un jeu, enfin, nous, on en fait différents timings, peut-être un escape game d'une demi-heure jusqu'à 1h30, 2 heures, des fois plus longtemps. Et là, jeu de société, on va dire que c'est une durée définie, on essaie de faire ça un peu plus long, un peu plus recherché, plus travaillé, en fait. Je sais pas, c'est mon avis, en tout cas. C'est un plus bel objet aussi. Enfin, je sais pas, je sais dire, vu que j'aime bien ça aussi, j'ai le côté où j'ai en tête les jeux que moi j'aime et j'aimerais bien qu'un jeu qui sort de chez nous ait la même qualité que les jeux qu'on peut retrouver en magasin. Après, en termes de préférence, moi je trouve que c'est très. J'aime bien en fait faire différents types de jeux parce que c'est ça qui est enrichissant en fait. À chaque fois, c'est pas la même chose. Tout est. Chaque projet, chaque jeu est propre à lui-même. Donc c'est ça qui est riche aussi d'avoir à chaque fois toujours se renouveler, trouver des nouvelles choses à chaque fois. C'est ça qui est sympa. Ouais. Vous n'allez pas tomber dans une routine et c'est toujours un imaginaire.
Il y a toujours des choses qui tombent toutes les semaines et du coup, il y a toujours de nouvelles choses à attaquer, de nouveaux projets, des nouveaux sujets. On apprend beaucoup de choses. Aussi. Concernant les jeux de société, quels sont vos jeux de société préférés? Alors, moi, c'est plus des gros jeux, on va dire c'est du Catan par exemple. C'est plutôt des gros jeux. Après, moi, je suis un très, très, très grand fan et je suis très content parce qu'il y a d'ailleurs une réédition qui arrive de HeroQuest. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. HeroQuest, en gros, c'est un peu l'ancêtre des jeux de plateau, un peu type donjons et dragons, choses comme ça. Du coup, là, il y a une réédition qui sort. Ça peut être aussi des jeux plus courts, qui peuvent être genre, par exemple, des loups-garous ou des love letters ou des choses comme ça. Après, il y a énormément de jeux. Après, je suis plus gros jeux de plateau, genre Seven Wonders, mais j'aime bien aussi les petits jeux rapides où on comprend vite et c'est parti pour s'amuser tout de suite. Ouais, moi, j'aime bien les jeux de rôle comme le loup-garou. Les jeux de rôle, par exemple, le loup-garou, ça, j'aime bien. Ou le Uno, basique. Ouais, il y a plein de trucs. On peut parler de l'Abdelote, plein de trucs. C'est ça qui est impressionnant et nous, on s'en rend compte en ayant créé notre blog. En fait, il y a tellement de jeux, je me dis, mais on ne va jamais s'arrêter parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeux de société mis sur le marché et on en découvre toujours et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et surtout depuis qu'il y a eu le Covid, depuis le confinement, ça a explosé quoi, au niveau des jeux. Je pense que ça doit être, vous avez dû le ressentir. Nous, on l'a ressenti plus dans le grand public qui voulait ressortir, aussi les entreprises qui voulaient ressortir pour en fait, on a été recréer bloqués du lien. Et recréer du lien surtout. Voilà. Se retrouver, c'est vraiment ça. C'est ça, s'amuser un petit peu et sortir un peu de jeu chez soi, quoi. Puis c'est vrai que les jeux de société, même les adultes, ils sont férus de jeux de société. Donc avant, on se disait les jeux de société, c'est pour les enfants, mais en fait, comme on appelle ça les kidultes, maintenant, il y en a de plus en plus, en fait, des gens qui aiment jouer. Et je pense que du coup, les jeux de société, c'est pour ça. De toute façon, on pourra toujours avoir des nouvelles idées de jeux de société, ça ne s'arrêtera jamais. J'ai interviewé récemment donc, le champion du Monopoly. Donc, je ne savais pas que ça existait en France, mais on l'a découvert. Et il disait justement, dans le jeu de société, il y a le mot société. Et société, c'est pour rallier les personnes. Ce n'est pas anodin. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pourquoi vous en êtes venu à créer des jeux? Je sais que quand j'étais un peu plus jeune, en fait, je prenais des jeux déjà existants et j'amusais à changer un peu les règles. Genre, typiquement, vous voyez un peu les figurines Warhammer. Du coup, j'avais la même chose, mais en Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Et du coup, je m'amusais à créer mes propres petites règles qui étaient forcément, je pense, nulles. Mais en tout cas, je m'amusais énormément à créer mes propres petites règles, choses comme ça. Et en fait, tous ces gens que j'ai rencontrés tout le long de ma vie, et aussi le cercle proche qui jouait tout le temps. Du coup, en fait, on a besoin de stimuler l'imagination qui fonctionne. Et moi, le déclencheur, ça a vraiment été quand on me l'a donné, quand j'étais au travail, qu'on m'a dit, tiens, il serait bien de faire quelque chose, qui veut essayer? Et là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter une fois? Et finalement, à partir du moment où on commence à mettre le doigt dedans, bah, on se dit, ah, c'est cool, je vais faire plus. Puis après, la prochaine fois, je vais faire différemment. Puis j'ai changé. Et après, on continue. Jamais je me suis dit, je veux plus tard, je veux travailler dans le jeu. Enfin, en fait, c'est vraiment venu à moi comme ça. Moi, je pense que c'était une opportunité voilà, qui s'est présentée comme ça et que j'ai tellement aimé que je me suis dit, bah oui, c'est super de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ce qu'on fait. Ça, mais à la base, je ne pensais pas du tout non plus finir là-dedans. Ouais. Oui, parce que du coup, vous avez réussi, parce que j'ai l'impression que c'est votre passion quand même, et vous avez réussi à en faire votre métier. On va dire c'est grâce aussi à l'entreprise aussi qui a voulu développer Siemens Capet, qui a voulu développer ce côté jeu, et du coup, qui s'est dit, bah, tiens, on a besoin finalement d'avoir du monde pour gérer cette partie-là et créer des jeux pour répondre à des demandes. Du coup, c'est aussi l'entreprise qui a fait le choix de se dire, tiens, on va parier un peu sur ces nouveaux métiers, entre parenthèses, de création, et du coup, voir si ça fonctionne. Et au final, quand c'est des courses, on est toujours là. Est-ce que vous avez aussi d'autres passions? Tu peux commencer. Non, vas-y. Non, bah après, oui, moi, là-bas, c'est vraiment la musique. Vraiment, parce que je suis musicien, du coup, c'est faire la musique avec les gens, monter des groupes de musique, composer, choses comme ça, que je continue toujours à côté, mais forcément pas autant que je le voudrais, mais toujours un truc d'à côté, et toujours du jeu vidéo et de la lecture. Okay.
Et moi, ça va plutôt être sur du cinéma ou de la photographie. J'avais fait du cinéma au lycée. Et en fait, après tout ça, ça a un peu engendré partir un peu plus vers la communication avec les montages vidéo, etc. Tout ça, tout ce qui est réalisation, etc. Ça, j'aime beaucoup. Donc, tu fais des montages vidéo. J'en ai fait. Alors là, pour les jeux, on n'a pas trop, parce Pas pour qu'on l'instant, on n'a on pas cette demande-là. n'exploite pas trop cette partie-là. Mais oui, sinon, à côté de ce que j'ai pu faire aussi précédemment, ouais, j'ai fait du montage vidéo, des expositions photos, enfin voilà, tout ça. Et du coup, vous avez un site internet où on peut retrouver vos escape games ou comment ça se passe? C'est ça, on a donc le site internet, donc Sibylline escapade, je crois que c'est ça. La présentation avec les escape games qu'on propose par exemple au grand public, mais aussi nos activités de team building, donc plus à destination des entreprises pour des séminaires, etc. Et en fait, on a aussi une autre partie dans l'entreprise, c'est qu'on a aussi une partie tourisme avec l'organisation de séjours surprises. Donc voilà, ça se retrouve aussi sur le site internet. C'est ça. Ok. Même dans le tourisme, on va toujours sur la partie un peu découverte, surprise. On va essayer de surprendre à chaque fois en fait les personnes. Surtout des activités insolites, des lieux méconnus. Méconnus, inattendus, c'est vraiment surprendre les personnes du début de leur séjour jusqu'à la fin. Et du coup, il nous faut confiance pour ça. Si une entreprise veut vous contacter ou autre, comment ça se passe au niveau du budget? Est-ce que vous demandez à l'heure ou comment ça se passe? Ça se négocie à chaque fois? Alors, tout dépend du projet. C'est vrai que c'est rien que même en fourchette de prix, tout dépend en fait voilà, de la demande. Parce que déjà, un jeu de piste, un escape game, ça ne sera pas pareil. Même pour le nombre de personnes, le nombre de participants, ça ne sera pas pareil. Si par exemple, il faut faire 2 équipes ou s'il faut en faire 50. Mais voilà, nous, après, on parle en termes de temps de création, de temps de production du jeu. Puis après, il y a tous les à côté avec les rendez-vous de préparation pour faire quelque chose qui correspond à la demande. Même aussi les frais au niveau du matériel. Oui. Donc voilà. Après, si aussi il faut qu'on soit là pour animer le jeu. Voilà, tout dépend. En fait, c'est très large parce que c'est en fait comme nous, on fait de la création de jeux sur mesure. En fait, c'est vraiment personnalisé et donc chaque projet est vraiment différent en fait. Et du coup, je pense que vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez dû faire beaucoup d'escape games ou pas forcément? Alors, moi, j'ai dû en faire 3, je pense, dans ma vie. D'accord. Et avant de rentrer à Sibylline Escapade, j'en avais fait aucun. Ouais, moi aussi. Je n'avais fait aucun et j'ai fait une salle et j'ai fait un unlock, je crois. Ouais. On ne s'y attendait pas du tout parce que j'ai fait un escape game près du Creusot, donc moi je suis dans la Bourgogne et il nous disait que lui c'était vraiment sa passion et qu'ils ont une équipe et je crois qu'il mettait 20 euros par mois dans une cagnotte et qu'il faisait tout le temps des escape games et du coup il nous disait qu'il était à plus de 100 escape games, donc je m'étais dit il a une expérience de fou et ça se ressentait, mais c'est chouette. Enfin, ça rassure, je veux dire, c'est possible, même pour des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'escape games, de pouvoir créer des jeux. C'est ça, c'est toujours une base d'imagination et surtout de la rigueur aussi. Ouais. En fait, tout le monde peut imaginer quelque chose. Après, il faut réussir à transmettre ce qu'on a dans la tête sur papier, ce qu'il y a sur papier, sur informatique, sur machine à découper, à créer soi-même de ses mains, choses comme ça. Du coup, en fait, on achète très, très peu de choses, à part vendre des cadenas, des coffres en bois. Et tout le reste, des mécanismes, des choses comme ça, on les construit nous-mêmes en fait au bureau. Et aussi, après, je sais pas si c'est un avantage, mais le fait de n'en pas avoir fait beaucoup, c'est que si qu'un jour quelqu'un me dit « Ah, j'ai fait ce mécanisme-là quelque part dans une salle, je ne sais pas, n'importe quoi en Vendée par exemple, vous avez copié », je vais dire « Bah non, c'est pas possible ». Donc, il y a aussi le côté où on essaie de produire des choses de nouveau. Alors, c'est toujours bien d'avoir des influences aussi, avoir des idées, mais je sais qu'en tout cas, tout ce qu'on essaie de produire, c'est du matériel original. Ok, donc l'escape game qu'on a fait dimanche au château d'Angers, ils vous ont laissé les cachots que vous aviez à disposition et c'est vous qui avez rajouté du matériel ou vous avez passé des coffres On a
On a tout fait. D'accord, ok. Ouais, et l'escape game du Château d'Angers est un petit peu singulier parce que en fait, on a On a fait beaucoup des de- mécanismes Ouais. pour rester dans l'ère du temps où le 15e, jeu se ouais. passe, donc le 15e siècle. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre un cadenas à chiffres, d'utiliser des matériaux qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est ça. Et on n'y a même pas pensé. Même le coffre final que vous avez ouvert, en fait, tout un mécanisme de serrure en loquet en bois, en fait, qui se tourne comme en fait, les anciens mécanismes de porte. En fait, toutes les ouvertures que vous avez pu faire étaient des ouvertures. En fait, on s'est renseigné aussi dessus, par exemple, toutes les ouvertures, par exemple, celles qui étaient aimantées, vu que les aimants, et on savait les propriétés de l'aimant au 15e, on s'est dit, on peut le rajouter. En fait, Ok. il y a eu un mécanisme qui aurait été plus tard dans le temps, je ne l'aurais pas rajouté pour éviter de dénaturer le lieu, en fait. Ok. Donc, c'était une sacrée gymnastique aussi à faire. Oui, faire les serrures, on Ouais, s'en on a souvient. bien rigolé, hein. Mais vous avez réussi. C'est C'est ça. important. Concernant donc à chaque fois que vous proposez des escape games aux personnes, je pense que vous voyez les réactions, vous voyez ce qui marche le mieux, ce qui marche le moins. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça hyper important pour continuer à créer des jeux, de voir comment les gens interagissent avec les épreuves qu'on peut faire, avec les énigmes. Enfin, je trouve ça hyper. Enfin, on a besoin, je trouve. Enfin, moi, je pense que j'en ai besoin de ce retour, en fait, de voir si ça fonctionne bien et ça peut donner d'autres idées aussi. Et on n'est pas arrêté en fait sur notre jeu. En fait, imaginons on a un jeu qui va tourner toute une saison. Si en cours de route on se rend compte qu'il y a, je sais pas, une épreuve qui a du mal à fonctionner, où les gens ne comprennent pas ou elle n'est pas très bien reçue, en fait, on va la modifier. Du coup, Ok. en fait, on ne va pas rester sur quelque chose en disant bon, c'est pas grave, on verra, on laissera le reste de temps. En fait, on va la modifier pour à chaque fois apporter la meilleure expérience possible à nos joueurs. Oui, pour améliorer le jeu et avoir la meilleure Ça, version du jeu. tout à fait. C'est ça. Et du coup, vous avez aussi une expérience de jouer avec des personnes qui travaillent entre elles, notamment des entreprises. C'était pour recréer du lien, je pense, entre les travailleurs. Et qu'est-ce que vous tirez de ça? Quels sont les retours là-dessus? On se rend compte qu'en fait, souvent, les personnes en entreprise sont des fois plus des grands enfants que les enfants eux-mêmes. Du coup, en fait, ils ont besoin des fois de se défouler, d'être ensemble, même si au début, il y a certains qui peuvent être un peu réticents, parce que des fois, ils peuvent aussi avoir peur d'avoir le côté un peu RH compris dans le jeu. En fait, on leur dit bien au début, on n'est pas là pour faire du team building, savoir qui fait quoi dans l'entreprise, c'est quoi votre animal totem dans l'entreprise, on n'est pas là pour ça. L'idée, en fait, surtout, c'est qu'on est là pour passer un bon moment et que vous détendiez un peu et que vous profitiez, en fait. Et apprendre des choses sur peut-être leur entreprise, vous-même, n'importe quoi, mais on n'est pas là pour pouvoir leur apprendre des choses. Ok. Parce que, bah, pareil, là où j'avais fait un escape game, il y avait eu un retour que je trouvais ça intéressant. Il disait, en fait, il avait eu tous les travailleurs et puis il dit, en fait, on voit tout de suite les rôles qui se créent au sein d'une équipe. Donc, je pense, vous le voyez aussi, celui qui délègue, celui qui fait. Ça. Je pense que c'est une façon aussi pour eux de découvrir la vraie personnalité de leurs collègues. Parce que je pense que dans le jeu, on se révèle pas mal. Ouais. Mais c'est aussi une façon d'intégrer des nouveaux entrants aussi qui entrent dans des entreprises. Donc nous, on a beaucoup de demandes dans ce sens-là aussi, où il y a des entreprises qui veulent qu'on leur crée un jeu et en fait qui, par exemple, lors d'une journée d'intégration où ils ont des conférences le matin sur la présentation de l'entreprise et l'après-midi, ils vont faire cette escape game-là qui est aux couleurs de leur entreprise. Et en fait, ça permet des gens qui ne se connaissent pas en fait, directement de pouvoir un peu briser la glace. En fait, ça leur fait un lien directement dès le début. Donc, il y en a beaucoup aussi qui utilisent ça pour souder les équipes ou alors pour qu'ils se connaissent ou voilà, pour que l'échange soit plus facile après. Ok. Est-ce que vous avez un escape game que vous vous occupez ou vous faites que de créer à droite et à gauche? Un escape game que nous, on gère, Voilà, c'est ça. à part les escape games grand public, on fait là, par exemple au château, l'ancien couvent de la Baumette à Angers. Donc là, c'était nos équipes qui géraient tout ça. Et sinon, on n'a pas de salle, en fait, on n'a pas de. Excuse-moi, c'est mon crayon qui est tombé. On n'a pas de salle en dur, en fait. Okay. Non, Voilà. ouais, c'est ça. Sinon, on a des jeux de piste. Par exemple, on a un jeu de piste dans le centre-ville d'Angers sur la gastronomie angevine.
On a aussi des rallyes en combi Volkswagen et en 4L, donc sur l'Anjou et sur la région de Saumur, qui sont gérés par notre partenaire Loc Activité qui fait la location des combis, des véhicules. Et après, sinon, on a les jeux qui nous appartiennent, mais qu'on propose pour les séminaires. Donc là, on a plusieurs scénarios, plusieurs jeux et qu'on peut leur proposer. Donc, c'est nous qui venons sur le lieu et faire le jeu, en fait, faire la prestation. On amène le matériel. Il faut avoir une bonne compétence d'adaptation quand on arrive sur place, quoi. C'est ça. Alors, soit on fait des rendez-vous de repérage avant pour voir si ça passe, notamment quand on a des prestations pour 400 personnes. Il faut pouvoir avoir un lieu qui puisse, et puis le matériel qu'il faut, le mobilier surtout qu'il faut pour accueillir tout ce monde-là. Mais, oui, bah, c'est bien de le préciser parce que, bah, encore une fois, on n'y pense pas. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir votre métier. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler de ça. Oui, voilà, je voulais revenir sur vos compétences. À votre avis, quelles sont les compétences que vous avez développées jusque-là et qu'est-ce que vous aimez faire dans vos créations? En fait, on fait tout le projet de A à Z. En fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que au moins, on fait tout. On est un peu maître du jeu, c'est le cas de dire, mais... Sans mauvais jeu de mots. À partir du moment où on a la première phrase du client, n'importe qui nous parle, jusqu'au moment où on livre le jeu, on l'anime, les gens, ils ont fini. En fait, on a tout géré de A à Z, on a tout vu, tout regardé, tout fait, en fait. En fait, on ne peut pas citer des compétences particulières, en fait. Il faut qu'il y ait tout, et comme on a dit, en fait, on est une équipe, on est aussi complémentaires, du coup, on se partage aussi des compétences. Il faut être très polyvalent. Ouais. Rigoureux. Curieux. Rigoureuse. Ouais. Curieuse, imaginative. Organisé. Tout au taquet. Ça veut dire que dans chaque projet, vous êtes à fond de A à Z, quoi. C'est ça, exactement. Après, on peut avoir peut-être des parties qu'on préfère à d'autres, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. On peut tout faire. C'est vrai que ma partie que je parle, c'est créer le scénario de A à Z, c'est-à-dire c'est comment raconter une histoire, en fait. Des fois, ça peut être des toutes petites histoires, ça peut être des très grandes histoires, très longues. Mais ouais, c'est la partie que je préfère, parce que celle où je fais mes propres recherches, où je peux écrire, raconter un peu tout et n'importe quoi. Mais il faut que ça plaise derrière et je suis content. Moi, ma partie que je préfère, c'est quand il me raconte ses histoires. Non, après, moi, ça va être... moi, j'aime bien, justement, produire, en fait, les éléments de jeu, en fait. Parce que donc, moi, je fais ça sur ordinateur pour ensuite préparer les fichiers qu'après, on découpe, en fait, sur la machine. Et donc, moi, c'est surtout cette partie-là que j'apprécie. C'est l'aspect, en fait, l'identité visuelle du jeu. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai dans ma petite tête, je sais faire des schémas et je dessine n'importe comment, c'est un carnage. Donc, du coup, je donne des brouillons tout moches et je regarde et je fais, il faut que ça soit tout beau. C'est ça, de créer l'univers du jeu et puis, pareil, de se dire qu'est-ce qu'on va apporter comme accessoire, qu'est-ce qu'on va prendre, tout ce qui est... tous les objets du jeu, en fait, tout le matériel du jeu. Son identité, en fait. Ça. Et du coup, vous avez beaucoup de partenariats, en fait, pour commander du matériel ou autre, ou pas vraiment? En fait, c'est de la commande après avec des entreprises privées qui sont spécialisées dans, je sais pas, du cadenas, du coffre en bois. En fait, souvent, c'est du matériel qu'on récupère et en fait, nous, on va le travailler derrière. Notamment le bois. On a des planches de bois qu'on met en fait, qui sont à la dimension de notre machine. Et ensuite, on lance nos créations. C'est ça, en fait, on fait beaucoup de mécanismes en bois ou l'aspect visuel bois. Et en fait, on a quasiment aucun escape game qui est centré sur le numérique. D'accord. En fait, l'aspect au toucher, au réel, même si on a un jeu très très sympa qui est un mix entre un escape game et en fait des jeux mobiles en même temps. Mais du coup, nos spécialités, c'est plus, on n'a pas non plus les compétences de développeur, choses comme ça. Du coup, on se focalise sur ce qu'on maîtrise bien, et ça, c'est tout ce qui est l'aspect physique. Donc, vous êtes un peu des artisans, en fait, si vous construisez... Pas jusque-là. On a une limite quand même, mais du coup, oui, en fait, on artisan entre parenthèses, parce qu'on travaille notre objet, et après qu'on a des projets plus conséquents, ça a pu arriver avant. En fait, on fait appel à des vrais professionnels du métier.
D'accord, ok. On ne s'improvise pas comme ça, artisan, menuisier ou ce que l'on veut en fait. Et vu qu'on veut à chaque fois avoir le meilleur rendu possible, du coup, on préfère faire appel aux meilleures personnes possibles aussi pour avoir le meilleur rendu. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient, que vous avez passé un beau moment et que vous vous êtes dit là, ça valait le coup de faire ça au niveau du jeu? Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué ou pas du tout que vous voulez nous faire partager? Sur un jeu qu'on a créé? Ouais. Je sais que j'en ai beaucoup trop. Bah, tu peux en dire une. Donc, ça, Ouais. c'est compliqué. On va dire, si on parle, on va dire le plus récent où ça peut plus faire rire, c'est par exemple au château où j'endosse le costume du moine. Donc, du coup, il faut que je m'improvise. Là, vous ne voyez pas, mais s'il y a des gens qui écoutent, je fais des grands, énormes guillemets avec mes doigts. Acteur, comédien, pour raconter des bêtises et animer le jeu en fait en costume. Choses qui, normalement, ne font pas du tout partie de ce que je sais faire de base. Et enchaîner une grande macarena géante dans une chapelle, bon, ça fait partie des moments un peu sympas à chaque fois. De jouer un rôle. Mais c'est ça. Raconter des bêtises, et les gens ils suivent, et ils rigolent aussi, donc c'est très bien. Bah, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs particuliers, mais après, c'est... En fait, à chaque fois, moi, c'est les retours quand on est sur la prestation, qu'on voit les joueurs à la fin et qu'on débriefe en fait avec eux et qui sont super contents, ils ont adoré et ils sont un peu curieux d'en savoir plus sur comment ça s'est passé, la création du jeu, etc. Moi, c'est surtout ces souvenirs-là que je garde en fait. Qui nous disent que c'est super, qu'ils ont passé un bon moment, bah, ça fait vraiment plaisir de voir que notre travail a plu. Et... Ouais, il n'y a jamais eu de personnes qui ont été déçues, en fait. Je pense que tout le monde a le sourire à la fin. Peut-être, mais ils ne nous l'ont peut-être pas dit. Non, en fait, ce qu'on peut avoir, ce qui est rare, mais ce qu'on peut avoir, c'est des gens plus entreprises où en fait, ils ne sont pas du tout férus de jeu, où ils ne veulent pas trop se montrer en jeu devant leurs collègues. C'est un peu leur côté un peu privé, je comprends très bien. C'est juste, ça peut arriver, mais extrêmement rarement, où il y a des personnes qui disent moi, j'ai pas trop envie de jouer parce que je ne me sens pas trop à l'aise. Quelqu'un, on les force jamais, on leur dit pas de souci. Et en fait, souvent, au fur et à mesure du jeu, en fait, ils suivent leur équipe un peu de loin. Et en fait, ils commencent à se prendre au jeu et en fait, ils vont quand même bien jouer avec tout le monde. Quoi. Mais c'est juste des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au château d'Angers, on a quand même eu pas mal de bons souvenirs. Ouais. Je pense qu'en fait, ce rôle de moine apporte un peu une animation supplémentaire qui fait que les joueurs, en général, sont assez... C'est le petit plus. Oui, c'est ça. C'est mieux d'avoir un escape game où il y a une personne qui joue un rôle ou pas forcément? Je pense que ça va dépendre de l'escape, comment il est fait en fait. Ça dépend du jeu, si c'est pense, cohérent aussi. C'est ça, oui. Rajouter quelqu'un juste pour rajouter quelqu'un, il faut que ça fonctionne dans l'histoire du jeu. Je pense que si une histoire est assez bien écrite et que le matériel derrière est bien fait, bah, on peut rajouter quelqu'un si c'est pertinent. Je crois que c'est la première fois que je faisais un escape game avec une personne qui jouait un rôle et en fait, je trouvais que tu nous aidais quand on était en galère, alors que c'est vrai que j'avais l'habitude dans un escape game qu'on était tous et on psychotait, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi une personne qui nous aidait, mais c'était deux voix. Et c'est vrai que de voir la personne, peut-être que ça aide plus. Bah, en fait, il y avait oui, il y a moi qui était en moi, il y a aussi Jacques qui était en mode archéologue derrière, qui vous a accompagné le début, vous briefait et vous accompagnait aussi à l'intérieur. En fait, on avait ce jeu est sympa, parce qu'en fait, on est déjà deux personnes à l'intérieur avec deux semi-rôles. En fait, on est directement là pour nous. En fait, on fait un peu notre petite vie à côté. Donc, des fois, en fait, on ne vous embête pas, on n'est pas sur votre dos tout le temps. Et en fait, on passe à travers vous et quand on voit qu'il y a un peu de galère, et ben, on fait ah, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Hop. Puis en fait, on s'en va. On n'est pas non plus trop dirigiste en fait. On est juste là pour vous donner des petites pousses pour vous faire avancer, c'est tout en fait. Sauf si vous allez trop vite dans ces cas-là. Oui, On vous laisse galérer. Et du coup, on a parlé beaucoup d'escape game. Maintenant, on va venir au jeu de piste. Qu'est-ce que vous entendez par un jeu de piste, en fait? Son jeu de piste, c'est plus vous partez d'un point A, il faut arriver à un point B. Comme une chasse au trésor? Un peu ça. C'est un petit peu ça, en ouais. passant par plein d'étapes différentes. En fait, on a plein de jeux de piste avec des thématiques différentes. Et du coup, en fait, l'important, c'est de faire une belle balade bien ludique avec
pour apprendre des choses, pour rigoler, pour passer un bon moment, soit en famille ou entre collègues ou entre amis. Et du coup, c'est ça, en fait, on en a pas mal quand même. C'est ça, d'arriver sur un point et de résoudre une énigme qui va nous emmener sur un autre point et ainsi de suite pour en fait se balader, pour découvrir ou alors redécouvrir la ville ou la région où on est. Parce que même si c'est aussi ça notre objectif, même si on connaît la région, si on connaît la ville, l'objectif c'est aussi de refaire découvrir même aux locaux en fait qui connaissent déjà, en fait de leur faire découvrir autre chose ou voilà que c'est juste à côté de chez eux et qu'ils connaissaient pas forcément. Et souvent on a ces retours là quand même. C'est ça. En fait, c'est ce qui est un peu l'identité propre de Ciné Escapade à la base. En fait, c'était bien redécouvrir en fait vos territoires, là où vous êtes en fait. Et en fait, on a gardé ça, cette notion à travers le jeu aussi. C'est redécouvrir autour de chez vous et découvrir aussi juste aux alentours. Il y a plein de merveilleux trésors qui vous attendent, mais vous passez tout à côté sans les voir. Donc du coup, on va vous aider à mettre le nez dessus. Ok. Vu que vous avez une expérience, parce que vous avez vu beaucoup de personnes jouer, quelles sont pour vous les meilleures stratégies pour gagner ou réussir Surtout, le truc très important, c'est qu'il faut bien écouter le brief de départ. Les gens sont toujours excités un peu de jouer, du coup ça parle entre eux, ça crie, ça hurle, ça rigole, et en fait ils n'écoutent pas du tout les instructions de début. Du coup ça arrive très souvent, on voit tous les gens qui ont ça partir dans tous les sens, et puis 2-3 minutes après, vous les recroisez, et vous leur dites bah, qu'est-ce que vous cherchez? En fait on ne sait pas trop. Et on leur dit vous n'avez pas écouté, on fait pas des masses, et du coup on leur explique et tout ça. Pour bien gagner, il faut bien écouter et bien lire ce qu'on vous donne. C'est ça le plus important. Bien observer tous les éléments distinctifs. S'il y a des choses qui se distinguent, c'est pas par hasard. C'est ça. Des choses comme ça. Et puis après, sinon, dans l'équipe, c'est de s'écouter et de bien communiquer. Parce que des fois, on entend souvent au sein d'une équipe une personne qui dit la réponse, en fait, on va dire, qu'a trouvé. Mais personne ne l'écoute. Et donc, ils mettent 5 minutes et en fait, ils ne l'ont pas écouté alors qu'il avait la réponse dès le début. Donc, tant pis pour eux. pour gagner du temps, quoi. D'où le fait de travailler la communication, l'organisation. C'est ça, et de ne pas être trop nombreux. Ouais. Oui, nous, il nous avait donné un conseil, c'est dès qu'on utilisait un objet, souvent on ne le réutilise pas, donc on le mettait d'un côté, et ce qu'on n'a pas utilisé, le mettre ensemble aussi, quoi. C'est ça. C'est une base aussi. D'être organisé, en fait, de bien voir, faire les étapes aussi au fur et à mesure. Dès qu'on pense avoir une piste, on la suit jusqu'au fond et jusqu'au bout, et puis après, on passe à autre chose une fois que c'est fait. Mais je pensais que vous étiez dans cette logique, comme toujours être créatif et inventif, de faire des jeux ensemble, mais je ne sais pas si vous le faites au sein de votre équipe ou pas du tout. Ça nous arrive en fait de temps en temps de faire des. Avant, on se prévoyait avant le Covid, on se prévoyait de faire c'était une salle par an ou par les 6 mois pour des fois d'autres jeux, d'autres activités. Et là, du coup, après, en fait, l'activité a tellement repris après qu'on a moins eu le temps. Alors, du coup, par contre, c'est toujours de se voir avec les autres collègues pour discuter de tous les projets, pour toujours qu'on infuse toujours un peu. Et après, on a toujours deux, trois petits jeux qui traînent au bureau, ce qui fait que ça nous détend aussi. Ou sinon aussi, nos collègues sont un petit peu nos cobayes. Quand on va une énigme ou des jeux, voilà, souvent on leur fait tester et ça c'est... Je pense qu'ils ont... Enfin, je ne sais pas s'ils sont contents, mais ça éveille un petit peu des fois pour nous, c'est important, la journée. Ils font l'effort. Voilà, c'est ça. Oui, c'est toujours pratique d'avoir des cobayes sur place pour tester. Exactement. C'est des cobayes en plus qui sont joueurs, donc c'est pratique. Oui. Et vous faites peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous aimez bien aussi les bars-cafés qui proposent différents jeux de société ou pas trop? Par exemple, je sais que j'ai le droit de faire de la pub ou pas? Oui, vas-y. Le Welsh sur Angers, place Saint-Bac, qui à l'étage et aussi en bas, il y a des jeux un peu partout en libre service, vous pouvez vous servir, ça part des échecs jusqu'à du plus gros jeu de plateau. Et là, je sais que, par exemple, dans la Doutre, il y a un bar qui vient d'ouvrir il y a 1 mois et quelques, je crois, qui est complètement un bar à jeux, en fait. Je n'ai pas encore l'occasion d'y aller, mais prochainement, faire un tour. Ok. Et je ne sais plus, Jade, c'était quoi, toi, tes jeux préférés? Moi, j'avais dit plutôt les jeux de rôle avec le loup-garou, etc. Après, moi, les bars à jeux de société, j'ai surtout... la première fois que j'y suis allée, c'était quand j'étais à Montréal. Il y avait un bar, j'arrive pas à retrouver le nom. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé un jeu en France qu'ils avaient créé là-bas. Et c'était très marrant. Mais c'est là où on a passé pas mal de soirées. On allait là-bas pour justement faire plein de jeux
Donc, j'en ai connu pas mal là-bas, mais j'avoue qu'en fait, je suis plus allée à Montréal qu'en France, dans les bars et jeux de société. Ce qui est bien dans les bars de jeux de société, je trouve, c'est l'animateur, parce qu'il y a plein de jeux donc, qu'on ne connaît pas. Et quand il explique les règles, et ben, en fait, ça nous évite de passer par comprendre les règles pour jouer le jeu, quoi. Et ça, on gagne un temps phénoménal. Et en plus, l'animateur, s'il reste à côté de nous, il peut nous dire, bah non, je vous rappelle, ça, vous ne pouvez pas, mais ça, vous pouvez. C'est un peu les règles à l'oral, quoi. Ça évite de perdre trop de temps et finalement, la personne lui fait plaisir de partager en fait un jeu qu'il aime. Donc, c'est très bien. Ok, en tout cas, merci pour tout. On arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous demander une dernière question. Quel est le meilleur conseil que vous nous donnez à nos joueurs? Meilleur conseil? Ouais. Restez toujours de bonne humeur. Même si vous galérez sur un truc, c'est compliqué pour vous, c'est toujours de bonne humeur, ça va toujours se débloquer au bout d'un moment. Être curieux aussi, faire attention à tous les détails. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour cette interview qui est très, très intéressante et enrichissante parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas votre métier et ça se développe de plus en plus. Et donc, c'est pour ça que je me suis permise de vous demander de vous interviewer parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut tomber sur vous et créer votre métier qui est un beau métier, je trouve, parce que voilà, vous aimez jouer, vous aimez créer et vous êtes toujours dans l'imaginatif et la création. Donc, ça peut... je pense que votre métier ne pourra jamais mourir. Il va faire que d'innover et il va faire que de s'agrandir, quoi. Merci à toi, en tout cas. C'est un plaisir.